Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief, celui du quart de finale du Paris Basketball en Eurocup face à Badalone. Ce débrief, il est attendu, je le suppose, au vu notamment du résultat du Paris Basketball qu'il a donc emporté contre Badalone 86-70. Paris s'est donc qualifié pour les demi-finales de l'Eurocup et rejoint ainsi l'autre club français, Bourg-en-Bresse. Et pour parler de cette rencontre, de cette qualification déjà historique pour Paris qui fait bien mieux enfin pas forcément bien mieux, mais qui fait déjà mieux que la saison dernière pour sa première saison en Eurocup, j'accueille Théo. Comment vas-tu? Hello Lilian, bah moi ça va super. Ah bah, tant mieux, parce que toi Théo, tu étais en tribune, moi j'ai seulement regardé le match devant ma télé, donc on va avoir des impressions différentes, mais je pense qu'ils vont se rejoindre. Tout d'abord, pour commencer, quelles sont tes premières impressions sur cette partie? Alors Paris, alors je peux déjà le dire tout de suite, ça a été une excellente rencontre de basket avec les deux équipes. Paris et Badalone ont vraiment proposé du très bon basket, tout simplement. La première mi-temps a vraiment été de très bonne facture, et Paris a notamment fait la différence en fin de troisième quart-temps. On y reviendra plus précisément. Mais voilà, avec un gros run dans cette fin de troisième période, Paris s'est facilité la tâche pour la fin du match, et elle a donc emporté de 16 points. Au final, on pourrait croire que c'était assez facile, mais ce n'était pas évidemment pas vraiment le cas. Mais au final, Théo, est-ce que ce match de Paris face à Badalone, ce n'est pas un petit peu le reflet de la plupart des succès de Paris cette saison? Je m'explique. Badalone qui a tenu en première mi-temps, qui s'est vraiment bien accroché et qui aurait pu à un moment passer devant en seconde période, mais au final Paris a passé l'accélérateur en fin de troisième quart-temps et Badalone n'a plus réussi à suivre le rythme de Paris par la suite. Est-ce que je résume bien un petit peu le film de la rencontre? Ouais, je suis clairement d'accord avec toi. On peut dire que Badalone a fait un match de traînard. Ils ont été très très longtemps au contact. Ça a été dans la première mi-temps, il y a Paris qui prend un moment 7 points d'écart et il y a Badalone qui revient petit à petit. Et après, ça reprend 2 points, ça en encaisse, etc. Et ouais, comme tu l'as dit, jusqu'à la fin du troisième quart, c'était vraiment assez accroché. Après, il y a eu un beau run de Paris pour mettre un petit coup d'accélérateur et aller chercher cette victoire. Mais c'était vraiment un très très beau match. On a eu des séquences défensives, des séquences offensives, du beau spectacle. C'était une partie qui était quand même assez tendue au vu de l'historique, de la façon de jouer des 2 équipes qui est assez physique. On le savait que ça allait être un très très gros match et bah ça, la physionomie du match nous a pas fait mentir. C'était un match très très tendu mais agréable et du coup c'est en plus on a la victoire et on se qualifie en demi-finale donc c'est parfait. C'est le scénario idéal, j'ai envie de dire. Ouais, on n'a pas été déçus. Corentin nous avait promis dans la preview une belle confrontation collective entre les deux équipes, et on l'a eu en première période. Paris qui a eu pas mal de réussites à 3 points, et de l'autre côté Badalone, alors qui a pas pu forcément s'appuyer sur Andrés Félix, mais qui s'est appuyé sur un très bon Andrew Andrews. Mais voilà, il y a vraiment eu beaucoup de jeux collectifs en première période, de très belles actions. Et comme tu le disais, en seconde période, ça s'est un peu tendu, notamment en début de seconde mi-temps. Il y a eu une petite altercation entre Tyson Ward et un joueur de Badalone un petit peu sur une faute un peu virile. Là, on a ressenti un petit peu les antécédents entre les deux équipes des matchs de saison régulière. Et Paris, qui a fait la différence dans les 5 dernières minutes du troisième quart-temps. Et c'est un petit peu le moment bascule de cette rencontre, parce que Paris, à ce moment-là, à un moment, a fait un run de 13-0, de 46-35. Ils sont passés à... non, attendez, je reprends mes notes. Non, c'était 46-45, évidemment. Et ils sont passés à 59-45. Et forcément, ça a fait une grosse bascule dans cette rencontre. Alors qu'à 46-45, Badalone a eu plusieurs occasions de prendre un petit peu les commandes de la partie pour la première fois du match. Et ils l'ont pas fait. Et à ce moment-là, Paris a enchaîné plusieurs paniers et a vraiment construit sa victoire, entre guillemets, sur ces 5 minutes de la fin du troisième quart-temps. Ouais, après ce gros run, Paris est pas redescendu en dessous des 10 points d'avance donc ça a été très, très bien géré entre la fin de ce 3 quart et tout le quatrième quart. On a eu des gros shoots, des belles actions défensives et même si Badalone, comme tu l'as dit, avait plusieurs fois l'occasion de revenir et même de prendre l'avantage et bah, ça a plutôt bien été géré collectivement et individuellement donc
bravo et c'était vraiment super, c'était un très beau match et surtout, cette deuxième mi-temps comme ça. Et plus que Paris qui a vraiment accéléré, c'est peut-être Badalone, au contraire, qui a commencé à ce moment-là à s'essouffler. On a eu plusieurs pertes de balles à ce moment-là du côté des Espagnols. Et on n'a pas forcément senti Paris vraiment hausser le niveau, mais plutôt, comme je le disais en préambule, bah, Badalone, au bout d'un moment, comme beaucoup d'adversaires de Paris cette saison, n'avait plus forcément le gaz pour mettre les paniers et également pour avoir la lucidité dans les moments clés. Qu'est-ce que toi tu en penses? Bah, je pense que, comme tu l'as dit, moi, je pense que c'est surtout Paris qui a fait sortir Badalone de son match, avec beaucoup de virilité, de technique et même d'intelligence, j'ai envie de dire aussi parce que, il y a quand même beaucoup de fautes techniques dans ce match, que ce soit pour Paris ou pour Badalone, mais Paris a plutôt bien géré et comme tu l'as dit, il y a cet exemple, d'une faute, bien virile d'un joueur de Badalone, sur une contre-attaque sur Tyson Ward et il pourrait, s'emporter parce que la faute est vraiment assez vilaine, mais il garde son calme, il est bien retenu par ses partenaires et cetera et de l'autre côté, bah, Badalone a un peu craqué, je pense notamment à son coach qui prend une technique, que personne n'a compris. En tout cas à l'Arena, moi je l'ai pas compris et j'ai pas eu l'occasion de revoir, la séquence et je ne comprends pas du coup ce qui s'est vraiment passé, mais on sent qu'ils ont tous un petit peu craqué et du coup, bah, c'est plutôt bien joué de la part de Paris et ça a mené à cette maîtrise-là. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait mentionné avec Corentin que ça pouvait, si un ou plusieurs joueurs d'une équipe dégoupillait, ça aurait pu être Tyson Ward, mais qui était quand même bien chaud quand il a subi cette faute. Mais heureusement, bon, tout le monde s'est vite calmé. Mais comme tu le disais, ouais, on a vraiment senti l'antécédent entre les deux équipes. Mais vu que Paris maîtrisait plus ou moins la rencontre, il n'y avait pas de raison de s'énerver, de se frustrer, comparé à Badalone qui forcément en seconde période a senti le match lui échapper. Théo, si tu le veux bien, passons un petit peu du coup au point tactique que Paris a mis en place pour du coup perturber Badalone et qui les a conduits à la victoire. Il y a notamment ce que j'ai envie dont on parle en premier, et c'est peut-être parce que c'est intervenu très tôt dans la rencontre, c'est le small ball que Paris a employé très tôt dans la rencontre, un peu contraint et forcé par les fautes très rapides de Leon Kratzer qui a vraiment passé une soirée cauchemar à l'Adidas Arena. Il rentrait à peine 30 secondes sur le terrain qu'il était obligé de ressortir parce qu'il commettait une faute. Il y en a quelques-unes qui sont, comment dire, qui sont un petit peu invisibles, d'autres qui sont franchement imputables, notamment en début de match. Et du coup, Tuomas Cisalo a décidé très rapidement de procéder à du small ball avec notamment Tyson Ward au poste 5, Justin Simon en 4. Et c'est quelque chose qu'on a quand même rarement vu cette saison. Alors, pas forcément le small ball, mais un small ball poussé autant à l'extrême par le coach finlandais. Ouais, c'est un small ball, poussé à outrance et sur ce match-là, ça a très bien marché. Comme tu l'as dit, il y a Kratzer qui prend des fautes, c'est son jeu malheureusement, mais là, ça a été poussé vraiment à outrance et il a pris des fautes que notamment, la quatrième et la cinquième qui sont très sévères selon moi. C'est comme ça a tourné en la faveur de Paris, avec, la maîtrise du small ball. Comme tu l'as dit, Tyson Ward en 5, on n'a jamais vu ça, Justin Simon à la limite à côté en 4 à côté d'un pivot comme Kratzer ou à la limite Kessens, on l'a déjà vu et ça marche aussi très bien. Mais là, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voyait une raquette si petite et ça a été plutôt bien maîtrisé et ils ont pas eu c'est des joueurs qui ont pas peur de rentrer dans l'art des défenseurs, sur qui ils sont et ça a très bien marché et puis, bah, chapeau. Ouais, chapeau parce que je trouve que malgré du coup le déficit de taille, Badalone n'a pas su en profiter parce que, et c'est une constante sur toute cette rencontre, Paris a été extrêmement précis sur ses rotations défensives. J'ai trouvé que tous les joueurs étaient, alors ils le sont très souvent cette saison connectés, mais j'ai trouvé qu'il y a eu vraiment un gros scouting de la part du staff parisien pour contrer les offensives de Badalone. Et c'est en ce sens-là, je fais un petit raccourci, on va sûrement en revenir plus tard, mais c'est vrai que c'est assez compliqué c'est un exploit quand même dans le sens où, sur un match, il peut tout se passer et c'est vrai que c'est le match qui, pour certains, fait le plus peur, ce match contre Badalone, parce que la suite de la compétition, tu la joues sur, 3 matchs, enfin en 2 matchs gagnants et c'est vrai que, Paris a souvent tendance à s'adapter dans la durée et peut plus maîtriser, selon moi en tout cas. Et je sais j'en ai discuté par exemple avec Flavien qui est d'accord avec moi que Paris peut maîtriser
Si quelque chose se passe mal en demi-finale, contre Londres, au game 1, ça sera sûrement, maîtrisé beaucoup mieux au game 2 en vue du scouting et des entraînements. Sur ce match-là, ça aurait pu être très compliqué, mais au final, Paris s'est adapté à tous les instants. On a vu un Paris assez changé, mais dans le bon sens, qui est revenu de la mi-temps, qui est revenu vraiment changé, dans le sens où, ils ont joué plus physique alors, et ça leur a profité donc c'est super et j'ai hâte de voir, la suite de la compétition. Ouais, et autre point tactique sur cette rencontre, je trouvais que, alors Paris a toujours la volonté de jouer très vite, mais là, la petite nuance que j'ai envie d'y apporter, c'est que Paris a surtout voulu accélérer le jeu sur demi-terrain. On a vu, alors Paris a toujours un très bon jeu de passe, mais là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment eu euh, la volonté que le ballon reste le moins possible dans les mains de chaque joueur. Évidemment, TJ Shorts ou Nadir Hiffi mis de côté, mais voilà, il y a également eu moins de post-up pour des joueurs comme Tyson Ward, pour Colin Malcolm, alors aussi parce qu'ils étaient du coup placés dans des positions par le small ball, qu'ils n'étaient pas forcément sur des adversaires qui pouvaient poster. Mais voilà, sur les débuts de match, il n'y a vraiment pas eu cette volonté de poster outre mesure. Et Paris a plus voulu accélérer le jeu, je trouve. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de cela au niveau notamment du jeu, d'abord demi-terrain de Paris et peut-être ensuite sur le reste de la rencontre, Paris a réussi à accélérer également sur transition. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait pu craindre un peu cet effet de garder vraiment la balle. On l'a vu, notamment en reprise là sur les 3 matchs qu'on a eu en rencontre internationale, notamment à Blois. Moi, j'y étais, j'ai un souvenir de vraiment de longues séquences où on se dit: «Mais pourquoi, par exemple, Justin Simon reste, 10 secondes?» J'abuse un petit peu, mais 10 secondes balle en main et il y a pas de solution et bah, là, c'était vraiment la volonté de lâcher la balle assez vite et ça a été maîtrisé encore une fois, ça a permis de créer des shoots, ouverts et même de se concentrer sur des points, assez importants comme, le repli quand malheureusement ça marche pas et donc c'est maîtrisé et puis, bah, c'est quelque chose qu'on aurait pu craindre mais ça a été vraiment, ça a été vraiment, je pense, scouté comme tu l'as dit et c'est réussi. Ouais, probablement scouté par rapport au fait que Badalone a des joueurs arrière plus, comment dire, moins véloces, moins rapides que ceux de Paris, même tous ces joueurs en général moins véloces, moins athlétiques. Et donc, bah, certainement, cette volonté d'accélérer le jeu pour un peu qui est accumuler les temps de retard, entre guillemets, pour qu'à la fin, il y ait un shoot plus ou moins ouvert pour Paris. Théo, si tu le veux bien, passons un petit peu au cas par cas. Évoquons d'abord l'homme du match. Alors pour Squeak, c'était Fred Mazeas et Stephen Bra au commentaire. C'était plutôt Mikael Yantunen, alors qu'il fait un très gros match dans l'ombre un petit peu, mais également très complet. Mais j'ai envie de dire que Mikael Yantunen a pu faire son gros match, on en reparlera un petit peu après, parce que Paris a eu son maître à jouer encore une fois après la Leaders Cup qui a répondu présent dans un match à très fort enjeu. C'est TJ Shorts qui ce soir signe 21 points à 8 sur 18 au tir, 3 rebonds, 9 passes décisives, tout proche du double-double avec encore une fois 0 ballon perdu et 7 fautes provoquées, le tout en quasiment 30 minutes. Voilà, il a encore fait, je trouve, un match calibre MVP. Il a en plus, cette fois, mis ses tirs à 3 points, 3 sur 5 ce soir. Et forcément, ça fait toute la différence, Théo, quand TJ Shorts est à ce niveau-là, met des tirs à 3 points, c'est un joueur quasiment plus niveau Euroleague. Il était vraiment, très difficilement arrêtable ce soir et en plus de cette stat, si on veut rajouter un petit truc, pour moi, il y a quand même une action qui est à noter, qui n'a pas compté malheureusement, mais qui bah, moi j'aime pas trop forcément râler, mais c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois sur Twitter, des gens dire, il y a un 3+1 qui pour moi devrait être compté, en première mi-temps donc TJ aurait pu, avoir un gros 3 points et se rajouter un point en plus donc peut-être potentiellement, plus 4. C'est anecdotique pardon. Maintenant mais c'est vrai que ça aurait Le pu être cas dans lequel il était ce soir aussi. ouais, moi j'ai bien aimé ce registre-là parce que c'est vrai que ça a été souligné et c'est un joueur qui ça lui manque parfois le 3 points lui manque, pour devenir comme tu l'as dit un joueur plus plus. Bah, ce soir il l'avait et on voit que ça fait vraiment la différence de parce que c'est un joueur qui est rapide, qui si tu t'avances, trop, il va te prendre dans le dos et au final, bah, si on a bien vu que là, si tu l'attaques pas,
au corps et bah, il peut te mettre des shoots, comme ça à 3 points et ça fait très, très mal et c'est vraiment létal et il l'a montré et c'était vraiment super, une grosse performance. Il passe pas loin du double-double comme tu l'as dit, je crois, il est à 9 passes. Un match super complet et 0 balle perdue, ça c'est vraiment, le must du must et il a fait un match énorme. Ouais, ouais, il a pas forcé grand-chose. Au début de match, Badalone lui donnait un peu de mi-distance, bah forcément, il les a pris. Et ensuite, bah voilà, il a mis ses quelques trois. Il a mis. Alors parfois, je trouve qu'il fait des matchs à la distribution où il atteint quasiment les 10 passes avec des passes relativement simples. Et j'ai trouvé que là, sur cette rencontre, il a eu quelques passes décisives, franchement très compliquées, admirablement converties par ses coéquipiers. Mais voilà, comment dire, ça atteste encore plus de son très bon match, très complet. Et il a peut-être aussi bénéficié du traitement de faveur qu'a eu Nadir Rifi, alors que bizarrement, on aurait pu dire que c'est TJ Shorts qui aurait dû avoir un traitement de faveur particulier, mais non. Les Espagnols avaient peut-être en mémoire un peu les 2 matchs de saison régulière où Nadir Rifi avait été très bon. Bah, du coup, ils lui ont réservé un accueil assez chaleureux à l'Edidas Arena. Nadir Rifi, qui fait pas un bon match ce soir, même s'il met 15 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, mais il a eu beaucoup de mal pendant une grosse partie du match parce que bah, tout simplement parce qu'il a été trappé à deux tout le match. Au final, on peut pas vraiment lui en vouloir. Théo, à son match, Nadir Rifi, il a vraiment eu des difficultés, mais parce que la défense de Badalone était excessivement agressive sur lui. Ouais, tu as utilisé vraiment le bon terme, trapper. Vraiment, c'était très compliqué. Il y avait parfois des grosses prises à 2, même une sortie très agressive, dès que tu passes la ligne, médiane. Il a ouais, il je pense que comme tu l'as dit, Badalone a en mémoire les 2 matchs que Nadir fait qui sont absolument monstrueux contre eux et bah, c'est un plan qui n'a pas forcément, enfin qui a marché sur le plan personnel, mais à Paris, tu as trop de talent pour, te concentrer sur vraiment un joueur et bah, on l'a vu, TJ après le relais de Nadir quand ça marchait pas. Tu as d'autres joueurs qui sont sortis un petit peu, comme tu l'as dit, il y a Yantunen qui fait un très, très bon match aussi et après, les habituels, Ward, Nguama, Malcolm, qui font, leurs points et leurs matchs, de leur côté donc c'est une tactique qui a pas forcément marché et Nadir, malgré le fait qu'il marque, 15 points, il en marque, j'ai envie de dire à un moment où Badalone avait déjà un petit peu, lâché ce match, dans le quatrième et où ils avaient lâché leur système même carrément donc bon, bah, il met la majorité de ces points-là mais bah, c'est une tactique qui a marché côté Paris et qui du coup n'a pas marché côté Badalone. Ouais, exactement. Et bah, parle-nous un peu des autres joueurs qui, toi, t'ont marqué sur cette rencontre. Tu parlais notamment de Mikael Jantunen. Sur cette rencontre, il signe 12 points, 6 rebonds, donc 4 offensifs, une passe décisive, 3 interceptions, une seule perte de balle. Voilà, du Mikael Jantunen dans le texte, mais qui a su exister à la fois offensivement, défensivement, et qui a rempli toutes les petites tâches ingrates bah, qu'il fait depuis le début de la saison. Il a été vraiment, j'ai envie de dire combatif. C'est vrai que, Yantunen, c'est un joueur auquel on peut reprocher parfois d'être un peu soft, défensivement, de se faire un petit peu trop enfoncer et cetera et il s'est bien battu vraiment. Il y a 2-3, 2-3 séquences où, la balle doit sortir et lui, il se jette, sur la balle et il empêche la balle de sortir et il y a plein d'actions comme ça. Et vraiment, il a été très, très bon, notamment à 3 points. Il a mis des 3 points, à des moments décisifs et il a fait vraiment un très, très bon match, comme tu l'as dit, au rebond, notamment offensif. Il a été très, très important même dans le placement et cetera donc c'est un joueur qui à côté d'autres joueurs qui marchent très, très bien, il fait très mal et il l'a montré ce soir. Ouais, et puis il y a d'autres joueurs qui ont bien contribué. Il y a eu Colin Malcolm en début de match qui a eu pas mal de réussites à 3 points, comme Nguama. Et puis il y a eu Michael Kessens qui, je trouve, fait plutôt une bonne rencontre. Il inscrit 8 points, 3 rebonds. Mais surtout, alors, j'ai trouvé assez bon défensivement, notamment pour contrer. Alors Paris a toujours le pivot qui ressort très loin pour un peu gêner le porteur de balle. Et j'ai trouvé que ça a été très efficace ce soir. Badalone a été un peu, pourtant il devait s'y attendre forcément. Paris joue comme ça depuis le début de la saison. Mais j'ai trouvé que ça les a vraiment perturbés et que les minutes de Kessens ont été d'autant plus précieuses que Kratzer n'a quasiment pas joué sur cette rencontre. Ouais, les possessions, défensives côté Paris avec vraiment du mouvement, de tous les instants. Tu jamais un joueur qui reste, fixe plus de 2-3 secondes. Ça bouge, à tous les moments, ça vient aider, ça compense, les retards et cetera et ouais, Kessen, ça joue un rôle, dans cet aspect-là du jeu
et il a vraiment été très, très bon dans la sortie, comme tu l'as dit, dans la sortie de la raquette pour presser vraiment et empêcher l'avancée du ballon, et c'est quelque chose qui a très, très bien marché, donc un bon match, et puis même statistiquement, au-delà de l'impact, statistiquement, il fait un bon match, donc très, très bien. Ouais, c'est positif pour Paris qui vraiment à l'exception de Leon Kratzer et de Nadir Effi, tous les joueurs ont répondu présent sur cette rencontre et c'est très positif pour la suite. Est-ce que Théo, tu as un dernier mot à ajouter sur cette rencontre? On peut tout doucement filer vers la fin de cet épisode. Bah, moi, j'aimerais quand même mentionner le fait que Paris a laissé au repos, Enzo Charvin et Sébastien Herrera. Pour Gauthier Denis, malheureusement, ça devient assez habituel, donc je j'appelle pas ça du repos malheureusement, mais c'est vrai que même si on a parfois un petit manque d'infos, on pensait, on nous avait dit que Enzo, devait, pas tarder à revenir, ça ne s'est pas fait. On sait pas, moi personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais ça reste un aspect s'ils ne sont pas blessés qui est toujours, très, très bien de mettre ces joueurs au repos, en vue des échéances qui arrivent, que ce soit, en championnat ou en Europe, et donc on va vraiment avoir, une grosse suite, et voilà. Ouais, tu fais bien de le mentionner. Peut-être pour moi, je pense que c'est déjà un petit peu le fait que bah, c'est comme un match de playoff et forcément, bah, les matchs couperets, tu resserres tes rotations et c'est des joueurs, ben, alors peut-être c'est peut-être bizarre pour Sébastien Herrera, pas forcément étonnant pour Enzo Charvin et Gauthier Denis, mais c'est vrai que c'est peut-être juste la non-présence du Chilien sur cette rencontre est plutôt bizarre, entre guillemets. Mais c'est vrai que forcément, bah, sur ces matchs-là, tu veux les joueurs qui sont entre guillemets, les meilleurs, ceux qui vont faire le moins d'erreurs possible. Et que Enzo Charvin et Gauthier Denis ne jouent pas ne m'étonne pas. Sébastien Herrera un peu plus. Mais voilà, après, c'est peut-être aussi une volonté de laisser au repos, mais après, on le disait, c'est un match coup près, c'était entre guillemets le match le plus important à gagner parce que désormais Paris est en demi-finale et Paris aura au minimum 2 rencontres à chaque fois désormais. Les rencontres, les demi-finales et l'éventuelle finale se joueront au meilleur des 3 matchs et Paris affrontera donc en demi-finale Londres, une nouvelle équipe du groupe de Paris. Alors c'est assez paradoxal parce que Bourg-en-Bresse de l'autre côté affronter des équipes qui n'ont pas rencontré en groupe. Ils affronteront eux Besiktas en demi-finale qui était dans le groupe de Paris. Seule équipe d'ailleurs qui a battu Paris cette saison en saison régulière. Mais voilà, Paris affrontera donc Londres lors de ces demi-finales d'Eurocup. Alors le premier match que Paris aura évidemment l'avantage du terrain se jouera le mardi 26 mars. Il me semble que c'est un mardi. En tout cas, ce sera le 26 mars normalement. Et ça enchaînera dans la semaine le déplacement à Londres et éventuellement la semaine d'après un match 3 décisif qui serait évidemment à Paris. Un petit mot Théo, alors on reviendra sur cette rencontre, on fera une preview comme la dernière fois avec Corentin ou avec Flavien ou Antoine, les autres membres, mais voilà un petit mot sur Londres, qu'est-ce que tu attends de cette rencontre? En tout cas, je pense que l'Eurocup se frotte les mains de cet affrontement entre Parisiens et Londoniens. Ouais, c'est un scénario un petit peu rêvé pour les instances, du basket, j'ai envie de dire. C'est vraiment, on place de plus en plus cette rivalité entre Paris et Londres. Donc c'est vraiment une très, très belle affiche pour, l'Eurocup et pour le basket européen en général. Moi, j'ai vraiment très, très hâte de voir, ça. Les 2 fois où on a affronté Londres, c'était des circonstances un petit peu, différentes à chaque fois. On a un match aller à Londres où le match se termine en double overtime, si je dis pas de bêtises, avec vraiment un match fou, vraiment des actions, incroyables, et un match, à Carpentier, un match retour à Carpentier qui était un peu plus facile, j'ai envie de dire, mais toujours autant un petit peu un match, de traînard, encore une fois, de Londres. Je sais pas forcément à quoi m'attendre, parce que je pense que comme beaucoup de monde, je regarde pas les matchs de Londres en championnat, et je pense pas qu'ils soient très, très représentatifs. Maintenant, je les ai un petit peu regardés, cette semaine, en quart, et je les ai trouvés vraiment très, très bons. Donc j'ai quand même hâte de voir ce match évidemment, mais je sais que ça sera pas facile, mais je pense qu'il faut souligner aussi l'importance de, là, on a parlé que du calendrier, européen, mais c'est vrai qu'entre le match 2 et un éventuel match 3, sauf, déplacement de cette rencontre, mais on jouerait, Nanterre, le 31, donc 2 jours après le match 2. Ça pourrait être compliqué, ça pourrait un peu compliquer la chose de se rajouter un match 3, donc il faudrait vraiment essayer de gagner 2-0.
Mais c'est quelque chose qui est pas facile, mais c'est quelque chose que moi je souhaite et j'ai vraiment très, très hâte de voir cette confrontation. Ouais, heureusement, Paris va pouvoir un petit peu se reposer avant de jouer cette demi-finale. Il n'y aura déjà pas de Coupe de France ce week-end à Trélazé. Et ensuite, Paris aura deux réceptions, Nancy puis Limoges. Donc pas de déplacement, les joueurs pourront un peu plus se reposer et récupérer. Donc ça peut être positif pour essayer de terminer en 2-0. Ce serait forcément le gros objectif parce que avec les matchs qui s'enchaînent, un match 3 serait éventuellement compliqué à gérer pour les Parisiens. On n'en est pas encore là, mais Paris, en tout cas, est en demi-finale de l'Eurocup. C'est déjà une belle performance et désormais, il faut aller au bout, entre guillemets. C'était presque, je le répète, mais c'était le match le plus compliqué, Badalone, du fait que ce soit sur une rencontre là. Paris devrait avoir, entre guillemets, un petit avantage sur ses adversaires et pourquoi pas avoir une finale 100% française avec Bourg-en-Bresse de l'autre côté, qui, je le rappelle, jouera Beşiktaş. Mais on verra ça pour plus tard. C'est ainsi que se termine ce débrief du match Paris-Badalone. On vous invite toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ParisB-8OnAir sur Twitter et Paris Bibolonaire sur Instagram. Merci Théo et on se dit à la prochaine. Bye bye. Salut!